Donc on va passer maintenant à la troisième partie de cette matinée et basculer dans le monde des télécoms. Et donc j'invite Gérard Mémy de Télécom ParisTech à nous parler de Green IT. Merci. Donc là, il y a de l'énergie à économiser puisque j'ai deux micros qui marchent. C'est des milliwatts. C'est des milliwatts, mais ça, tout compte. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Green IT avant de passer au déjeuner. Je vais essayer de simplifier un peu, peut-être de sursimplifier. Ça marche comme ça là? Voilà. Ah, merci. Donc peut-être de sursimplifier un peu l'image de Green IT, mais je vous en demande pardon. Je vais les recherches qui se font à l'Institut Mines Télécom en termes de Green IT sont assez importantes. Sans faire trop d'efforts, j'ai détecté plus de 40 personnes qui font de la recherche, qui publient, qui travaillent sur Green IT. J'étais assez étonné. Grâce à ce colloque, j'ai découvert des collègues qui faisaient des choses vraiment proches de ce qu'on fait dans mon département. Pour la notion de Green IT, je voudrais être assez clair et séparer la notion de Green IT de la notion de Smart Grid. Ce n'est pas du tout la même chose. Lorsqu'on dit et lorsqu'on parle de Green IT, il s'agit seulement, entre guillemets, de se concentrer sur le management, la gestion de l'énergie que prennent les programmes qui tournent sur les systèmes d'information ou les systèmes informatiques d'aujourd'hui. Donc c'est juste cette question-là dont il s'agit. Lorsqu'on parle de smart grid, il s'agit d'économiser toute l'électricité et de gérer toute l'électricité qui est transportée et consommée et produite dans un réseau électrique. Donc c'est deux questions très différentes que beaucoup de gens ont une tendance à confondre. Pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à gérer de l'énergie au niveau des logiciels? Il y a peut-être deux raisons qui me semblent essentielles. Tout à l'heure, on vient de dire que j'économisais juste quelques milliwatts, mais ce qui est important, c'est quand on parle de Green IT, c'est le passage à l'échelle. C'est quelques milliwatts multipliés par 15 milliards de téléphones intelligents, par exemple. Le passage à l'échelle fait que des petites consommations s'agrègent et forment des très grosses consommations d'électricité. J'ai dessiné des petits nuages, vous avez tous reconnu des clouds, et les data centers sont un des points névralgiques où se consomme un maximum d'électricité. Le deuxième point qui est très important, effectivement, c'est les problèmes de batterie dans tout ce qui est mobile, que ce soit le smartphone d'aujourd'hui ou la voiture connectée de demain. Il va y avoir des problèmes, et il y a déjà des problèmes de gestion de batterie à deux niveaux. C'est donc d'essayer d'étendre la vie de la batterie et d'essayer de raccourcir les temps de charge. Au niveau des réseaux, il y a également beaucoup de choses à faire et il y a également beaucoup d'électricité qui sont consommées. Je passe tout de suite avec quelques chiffres. Juste la partie mobile des réseaux consomme aujourd'hui déjà 120 TWh. Et c'est une dépense, un coût d'environ 13 millions de dollars. Si on regarde tous les serveurs, tous les data centers, toutes les batteries, leur empreinte carbone est déjà égale à 2%, environ 2% de toute l'empreinte carbone globale de tout ce qui est consommé en électricité. C'est peu, mais c'est déjà égal à toute l'empreinte carbone des transports aériens. Donc c'est un petit peu ça ce qui se passe lorsqu'on s'intéresse à la gestion de l'énergie. On est devant une somme de petits pourcentages et on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais il est très difficile de trouver des poches supérieures à 10 ou 15%. Maintenant, où et comment économiser de l'énergie
lorsqu'on s'intéresse au système informatique, c'est là la question, on voit tout de suite qu'il va y avoir un problème d'effectivité, d'efficacité de l'utilisation du courant électrique. Par exemple, dans un data center, on va parler d'efficacité de puissance. Et là, c'est un schéma un petit peu simpliste, mais lorsqu'on consomme 100 watts, on s'aperçoit très vite qu'il y a 50% qui est utilisé pour l'air conditionné du data center, du bâtiment lui-même, et 50% qui est consommé par les serveurs. Lorsqu'on regarde à l'intérieur des serveurs, on s'aperçoit qu'il y a 55% qui est consommé par la transformation électrique continue, alternative, et par la ventilation, et puis qu'il n'y a que 45% qui est consommé par l'exécution proprement dite de votre programme. Et puis lorsqu'on va au niveau du CPU, on s'aperçoit que finalement, pour un programme donné, votre CPU va tourner 20% du temps et qu'en fin de compte, vos 100 watts qui ont été consommés par le data center, il n'y a que pour un programme donné 5 watts utiles à la fin de la journée. Donc il faut bien avoir en tête tous ces schémas pour essayer de trouver les poches dans lesquelles on va essayer d'économiser et de gérer au mieux l'électricité. Le message ici est trompeur, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la plomberie et se concentrer sur l'air conditionné. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces problèmes-là, mais il faut bien voir que c'est parce que mon programme tourne à 20% dans mon CPU que j'ai besoin de ventiler mon serveur et que ensuite mon serveur continue à chauffer la pièce dans laquelle je trouve et que mon serveur ne va pas fonctionner sans consommer l'air conditionné, le système d'air conditionné du data center. Donc, bien gérer les ressources devient, pour tout data center, un challenge majeur. Tout le monde sait ça. Les principes, c'est-à-dire comment je vais faire pour bien gérer mon énergie. Eh bien, d'abord, il faut que je sache comment je la consomme et quand je la consomme et pourquoi je la consomme. Lorsqu'on regarde dans un réseau l'utilisation réelle du réseau, on voit des fluctuations. Le réseau est plus utilisé en journée qu'en nuit, c'est bien clair. Et pourtant, la consommation d'énergie ne suit pas cette fluctuation aujourd'hui. C'est la consommation d'énergie aujourd'hui, c'est la ligne rouge. On voit qu'elle est indépendante et qu'on consomme quasiment autant d'énergie dans le réseau lorsqu'il est en fonctionnement intense ou lorsqu'il est presque au repos. C'est dû à toute l'infrastructure logicielle et matérielle du réseau. C'est dû au fait qu'il y a des logiciels qui se surveillent constamment. Il y a des couches de protocoles qui continuent à travailler même si le réseau ne travaille pas. Donc, on détecte très vite dans un système informatique, bon là c'est un réseau, mais pour un système informatique ça va être la même chose, on détecte très vite des opportunités d'économie d'énergie si on arrive à travailler un peu en creux et faire en sorte que la courbe de consommation d'énergie suive l'utilisation du système. Donc ça vous donne une technique de base de comment est-ce qu'on gère de l'énergie dans les data centers ou dans les réseaux ou dans les grands systèmes d'information. On va essayer de détecter les composants qui sont oisifs, tout simplement, et puis de les mettre au repos. Donc ça paraît un peu stupide quand je l'ai dit comme ça, mais c'est pas si simple. Premièrement, il faut les détecter, et deuxièmement, il faut les ordonner. C'est-à-dire que l'ordre dans lequel on va les mettre au repos va influencer le gain d'énergie totale à la fin de la journée. Donc, ça donne l'idée de revisiter la façon dont on alloue les ressources dans un grand système d'information. C'est-à-dire si je bouge un certain calcul vers des serveurs qui sont déjà partiellement occupés, je vais pouvoir mettre certains serveurs à l'état oisif et donc les mettre au repos. Donc, on touche du doigt le fait qu'on va devoir optimiser d'une façon un petit peu originale, un petit peu nouvelle, la façon dont on gère ces ressources. Et on veut le faire au niveau des applications. C'est-à-dire on veut faire la détection
et la prise de décision au niveau du logiciel et pas au niveau du matériel. Évidemment, le risque, lorsqu'on met du matériel au repos, c'est qu'on risque de perdre en sécurité, on risque de perdre en sûreté de fonctionnement, on risque de perdre également en qualité de service. Hein, les poches, tout à l'heure quand j'ai montré la courbe, là, les poches où on peut économiser de l'énergie, si je les mets au repos et que tout d'un coup j'ai un afflux de requêtes, je vais me retrouver un petit peu saisi et je vais prendre du temps à répondre à des nouveaux services. Donc en même temps qu'on travaille sur l'optimisation de la gestion des ressources, il faut travailler sur le respect des grands requirements que sont la qualité de service, la sûreté de fonctionnement et la sécurité. Donc des questions clés lorsqu'on travaille sur Green IT, c'est comment on va choisir les composants qu'on va mettre au repos, dans quel ordre on va les mettre au repos, et puis surtout, et enfin, quand est-ce qu'on va refaire démarrer sans perdre de qualité de service. Donc ça veut dire qu'il faut savoir réagir sur la façon dont le système fonctionne, donc de façon dynamique et de façon prédictive. Donc pour ça, on va avoir deux types d'outils, des outils statiques qui vont faire une analyse de l'application et comprendre son profil, ce qu'on va appeler son profil énergétique, ou bien on va avoir des outils dynamiques qui vont analyser les hausses de température, les consommations d'énergie, le temps d'occupation des CPU et prendre des décisions à la volée. Donc, je présente rapidement 3 familles de projets que j'ai détectés à l'Institut Mines Télécom qui sont relevant de Green IT. Les premiers sont à propos de l'allocation de ressources dans un centre de données. Quelques exemples de réseaux, puisque donc, à Télécom ParisTech ou à Télécom Sud Paris, on étudie énormément toutes les architectures nouvelles de réseau. Et puis 2 exemples sur les ressources et la recharge de batteries électriques. Un exemple à propos de la voiture, la recharge de la voiture électrique, et puis un autre à propos de contrôler la façon dont la batterie est consommée par un programme dans un smartphone. À propos de l'allocation de ressources, donc deux grands projets, un à Mines Nantes et à Télécom Bretagne et un autre à Télécom Sud Paris. C'est un petit peu les mêmes philosophies à chaque fois. Donc, on a plusieurs serveurs qui travaillent sur différentes tâches et dynamiquement, on va s'apercevoir que ces tâches saturent le CPU ou laissent le CPU au repos et on va rapidement allouer, déporter du travail qui était sur un serveur vers d'autres serveurs. Et ça va permettre de mettre un des serveurs au repos et donc conséquemment de réduire la consommation électrique. Donc là, ça a été fait par Mines Nantes et la mesure de réduction d'énergie est d'environ 25%. Les méthodes qui sont employées pour allouer les différentes tâches aux différents serveurs relèvent d'algorithmes de bin packing. Et puis, pour passer à l'échelle, les chercheurs ont utilisé la programmation par contrainte. Aujourd'hui, l'équipe de Mines Nantes s'associe à Télécom Bretagne qui va poser des sondes énergétiques dans les serveurs pour bien pouvoir contrôler la consommation d'énergie et prendre la décision le plus rapidement possible.
Donc 2 choses, de bien observer en temps réel ce qui se passe dans le système, et deuxièmement, d'avoir des algorithmes suffisamment rapides pour prendre la décision, puisque les choses changent très vite à l'intérieur du système. Une autre idée de Mine-Nantes qui me plaît beaucoup, c'est d'observer les variations thermiques à l'intérieur du data center. Donc à l'intérieur du data center, la température n'est pas la même à différents endroits de la pièce, parce que les points d'air conditionné sont placés d'une certaine manière, et on va pouvoir imaginer de déporter des tâches qui sont en train de s'exécuter sur un serveur pour lequel la température est assez haute, vers un serveur pour lequel la température est plus basse, puisque évidemment l'énergie consommée va être en fonction de la température. Je vais aller plus vite. À Télécom Sud Paris, vous aurez un poster dehors sur l'efficacité énergétique et les algorithmes qui ont été utilisés à Télécom Sud Paris pour résoudre un problème très analogue, avec des résultats également analogues, puisqu'ils arrivent à 30 ou 40% d'économie d'énergie en fonction de la charge. Au niveau des réseaux, Télécom Sud Paris a un projet ici qui se propose de regarder le problème de réveil dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un peu simple de mettre des matériaux en sommeil. Encore faut-il savoir les réveiller au moment où on en a besoin. Donc ça, c'est un projet qui est regardé et avec des premières publications à Télécom Sud Paris. Au niveau de réseau de stations de base, on regarde également la réduction de consommation d'énergie par la réduction de puissance d'émission, qui a pour effet de réduire en même temps des interférences. Donc ce qu'on regarde à Télécom Sud Paris ou à Télécom Paris Tech, c'est de réduire la puissance consommée par les stations de base, tout en conservant la qualité de service ou en la dégradant très légèrement. Ce qu'on a observé par simulation, c'est un gain important de 0,46 watts par kilomètre carré à 0,25 watts par kilomètre carré, simplement en perdant très très peu au niveau de la qualité de service. Une autre idée est d'exploiter la variation de trafic dans le temps. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que le trafic est fort pendant la journée et faible pendant la nuit. Donc pendant la nuit, on va pouvoir éteindre non seulement des routeurs, ici c'est un réseau fixe par exemple, non seulement des routeurs, mais aussi des liaisons optiques par exemple, qui consomment de l'énergie lorsqu'elles sont même au repos. On essaye, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que ce qui est important, c'est le choix des nœuds. Par rapport à ce choix de nœuds, on va aboutir à une optimisation ou à une autre. Ici, dans cet exemple, on utilise la théorie des jeux pour taguer les nœuds avec une notion de criticalité. Et évidemment, c'est le nœud central qui est très critique, et les nœuds dans la première périphérie le sont moins, et dans la seconde périphérie, ils sont assez critiques. Donc on a une notion de criticalité de nœuds qui veut dire qu'on peut éteindre ceux qui sont autour de la première périphérie, par exemple. Encore plus compliqué. Donc toutes ces théories sont obtenues par simulation, ici aussi, mais on a une théorie de complexe simplicial pour représenter le rayonnement des stations de base ou des senseurs. Cette théorie peut marcher aussi bien pour des réseaux de stations de base ou pour des réseaux de senseurs. Donc on ordonne par niveau de complexité les nœuds du réseau. On va obtenir des classes d'équivalence et on va commencer par réduire et par mettre en sommeil les nœuds les moins connectés, bien entendu.
Donc on arrive à des réseaux quasi optimales en nombre de nœuds actifs. Et on a développé cet algorithme de façon distribuée et donc aujourd'hui il est très rapide. Je passe assez vite. Au niveau de la batterie, on a à Télécom ParisTech un très beau projet qui s'appelle Téléwatt sur la recharge de batteries électriques au pied des lampadaires électriques d'éclairage. C'est un projet qui est en collaboration avec Citélum. Et donc les algorithmes qui sont développés vont tenir compte du niveau de charge de la voiture électrique, vont donc ensuite développer une application qui va envoyer vers un cloud le niveau de charge ou de décharge de la batterie, et le cloud va proposer au conducteur une place où il peut recharger sa voiture. Beaucoup de calculs ont été développés sur cette application. Les modèles de charge et de décharge de batterie ne sont plus du tout naïfs, et ils ont été développés en coopération avec l'Institut français du pétrole. Également, les placements, les algorithmes de placement tiennent compte, encore une fois, du jour et de la nuit, parce que la nuit, les éclairages fonctionnent et donc consomment de l'énergie, et donc la modélisation va être complètement différente. Et puis, une fois qu'on place une petite voiture dans un endroit, et il faut placer la seconde, les conditions électriques sont changées sur le parking, et la place pour la seconde voiture va être calculée dynamiquement. Donc ça ne va pas être la place qui est à côté, mais ça va être une place qui va être beaucoup plus éloignée, par exemple. Donc là, je passe un petit peu vite puisque le temps passe. Donc là, on est assez fiers des algorithmes qui ont été développés. Ils sont non seulement été confrontés avec des données réalistes qui nous ont été données par les industriels. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, on a vu que ces algorithmes étaient capables de tourner dans des temps et des performances adéquates. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de travail pour améliorer l'efficacité de ces algorithmes. Et puis ensuite, et surtout, ces algorithmes sont indépendants des topologies de parking et d'éclairage proposées. De la même façon, lorsque je vous ai parlé très rapidement de complexe simplicial, les topologies de stations de base ou de senseurs sont complètement aléatoires. Et donc les algorithmes marchent quelles que soient les topologies et quels que soient les rayons d'action des stations de base. Donc, ce qui était un petit peu compliqué, c'est d'avoir des modélisations qui soient précises et qui soient ensuite, et que les algorithmes d'optimisation soient performants et également passent à l'échelle. Ensuite, on a ensuite eu des travaux. On a commencé des travaux sur la mesure de consommation d'énergie durant l'exécution d'un programme, puisque donc la première philosophie, c'est d'économiser de l'énergie quand on ne la consomme pas pour l'application. La deuxième technique, c'est de dire je vais transformer mon application pour qu'elle consomme le moins possible. Donc là, on a eu besoin de mettre en place un testbed, de sélectionner des programmes qui sont spécialisés pour soit consommer beaucoup de mémoire, soit consommer beaucoup de CPU, soit pour aller sur le disque, soit pour consommer beaucoup d'énergie sur un écran. Donc aujourd'hui, on a regardé essentiellement les programmes qui consomment énormément de CPU. On essaye de bâtir des gabarits
qui ensuite permettent de prédire combien d'énergie un programme va consommer. Et si on sait prédire combien d'énergie un programme va consommer, on sait jouer avec la fréquence d'horloge, on sait jouer avec la distribution des données, on sait jouer également avec la distribution du calcul pour pouvoir consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est le but un petit peu de la thèse qui a été commencée il y a à peine un an à Télécom Paris Tech et à l'École des mines de Paris. Donc c'est un projet qui est en collaboration entre Mines Paris Tech et Télécom Paris Tech. Donc je vous ai montré donc 2 projets où il y a des collaborations entre les écoles des mines et les écoles des télécoms. Donc le tout premier projet qui était mené aux mines de Nantes et où Télécom Bretagne participe, et puis ce projet où on travaille avec l'école des mines à Fontainebleau. Voilà. Voilà. On a obtenu des premiers profils. Et effectivement, on s'aperçoit que lorsqu'on joue, par exemple, avec la fréquence d'horloge d'un CPU, on va de plus en plus vite, sauf qu'à un moment donné, on va consommer de plus en plus d'énergie. Donc il y a un point optimal, il y a une fréquence d'horloge optimale par rapport à la consommation d'énergie lorsqu'un programme s'exécute. Et ça, on est très content d'avoir retrouvé ce résultat qui avait déjà été observé au niveau du hardware. Donc maintenant, on n'a plus besoin, on observe suffisamment finement pour voir au niveau du logiciel des phénomènes qui se passent d'habitude et qu'on observe d'habitude au niveau du hardware. Donc effectivement, on a vu également que lorsqu'on laisse la même boucle tourner sans arrêt, sa consommation énergétique au début du programme, lorsque le serveur est encore froid, est plus faible, bien entendu, que sa consommation énergétique lorsque le serveur commence à chauffer. Donc là aussi, on commence à avoir des profils énergétiques et des profils de température qui vont permettre d'optimiser la consommation d'énergie lorsqu'un programme s'exécute. Donc on applique ces idées-là aujourd'hui au smartphone parce qu'on croit que même si on arrive à économiser quelques pouillèmes de milliwatts sur une batterie de smartphone, c'est important. C'est plus important que dans un data center. Voilà, donc je conclus rapidement. Donc, plus de 40 personnes travaillent sur GreenIT dans l'Institut Mines Télécom. Des premières publications dans des conférences de haut rang ont eu lieu. Il y a déjà des partenaires forts qui se sont déjà établis avec EDF, où on a un laboratoire commun qui s'appelle CEDO sur l'Internet des objets. Avec ERDF, ça c'est Maurice Gagnère lorsqu'il travaille sur ses applications de consommation de batteries électriques. Avec l'Institut français des pétroles, c'est aussi Maurice Gagnère. Citélum, c'est aussi l'application de Maurice. Avec le CEA, ça c'est plutôt l'école des mines de Nantes, Orange, Alcatel et des petites et moyennes entreprises comme Eurodécision, qui est une entreprise de recherche opérationnelle. Et puis on commence à avoir des projets qui sont financés, soit en bilatéral direct avec Citélum, ou par l'ADEME, ou par des projets FEDER ou ANR. Donc ce qu'on observe, c'est que cette recherche sur GreenIT, en tout cas à l'Institut Mines Télécom, est devenue réellement multidisciplinaire, où on ne peut plus être seulement informaticien, seulement ingénieur concepteur de réseau, ou seulement connaisseur de ce qui se passe au niveau du design hardware, mais il faut être déjà très fort en maths appliquées, puisque vous avez vu au passage qu'on applique des algorithmes et qu'on invente des nouveaux algorithmes de maths appliquées. Mais il faut également avoir des connaissances en physique et même en chimie pour pouvoir comprendre les profils de charge ou les profils de décharge des batteries qui sont loin d'être naïfs. Et également, au niveau des usages, il y a beaucoup de travail à faire que je n'ai pas montré aujourd'hui, mais entre la façon dont on utilise un smartphone ou une voiture et la façon dont la batterie de la voiture, par exemple, va se charger.
Donc là aussi, il y a énormément d'études à faire au niveau des usages pour la meilleure gestion d'énergie, par exemple de la voiture électrique ou d'autres systèmes. Tout ça veut dire qu'on a besoin d'un peu plus de visibilité et qu'on arrive à un moment donné dans notre recherche où on passe de la simple simulation et du simple bon sens à des vraies applications où on a vraiment besoin de mettre en place des testbeds et où on va avoir besoin de matériel sérieux et de faire des modélisations beaucoup plus fines que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc on est au deuxième âge de notre recherche en Green IT à l'Institut Mines Télécom où on est confronté à la réalité du phénomène électrique lorsque un programme s'exécute. Évidemment, on a à développer tous ces travaux en respectant les grands requirements de qualité de service, de safety et de sécurité qui vont à l'encontre, puisque ça, c'est des requirements qui ont tendance à nous faire consommer de l'énergie plutôt qu'à l'économiser. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques premières publications dans la présentation. Merci. Merci Gérard pour cette présentation qui nous éclaire, nous aussi, de l'École des Mines, sur tous les gains qu'on peut trouver effectivement dans ce domaine, en dehors des aspects ventilation des data centers et réfrigération des data centers. Donc, nous avons quelques minutes pour une ou deux questions avant effectivement la pause traditionnelle pour le déjeuner. Faire le tour. Bonjour, Tulinat Maka, Télécom Sud Paris. C'est un commentaire. Juste, je vais ajouter qu'il y a d'autres travaux à Télécom Sud Paris. Oui. Et donc, premier travail qu'on a fait, nous avons soumis 2 papiers sur le réseau d'accès, c'est-à-dire économie sur le réseau d'accès intégré, mobile et optique. Deuxième travail, donc nous avons monté et soumis un projet européen, CITREP, intitulé Green Cell. Donc peut-être on n'a pas vu le temps passer pour vous envoyer notre travail. Voilà, c'était juste pour vous rappeler. Je vous remercie, c'est un très bon point. Effectivement, les travaux que j'ai montrés ici, c'est les travaux que j'ai reçus. Je ne prétends absolument pas être exhaustif à l'intérieur de l'Institut Mines Télécom. Mais en même temps, j'ai pensé que ces travaux sont représentatifs des différentes familles de recherche et de sujets de travail à l'intérieur de Green IT. Donc des travaux autour des data centers, des travaux autour des réseaux et des travaux autour de la batterie et de l'économie d'énergie et de la gestion de la batterie. Donc trois familles de travaux et j'ai pensé que là, on avait une assez bonne couverture. Mais par contre, ce que j'ai montré n'est pas exhaustif, absolument. Victor Toldov, Télécom Les Liens. J'ai 2 questions. Première question liée à data center. En fait, il existe une idée de récupération et réutilisation de la chaleur produite par les serveurs dans le data center au lieu d'utiliser des systèmes de climatiseurs qui consomment d'énergie. Et la question, est-ce qu'il y a des projets de Mines Télécom qui s'occupent de cette problématique? Et deuxième question liée au réseau. À Télécom Les Liens, il y a des chercheurs qui sont intéressés par les réseaux de capteurs basse consommation, dont la durée de vie est un facteur très important. Et ici, on a vu un algorithme qui permet de calculer, en utilisant la théorie des jeux, quels nœuds on peut éteindre pour garder la batterie, par exemple, quels nœuds ils devront rester. C'est très intéressant d'implémenter dans les réseaux de capteurs. Par contre, c'est important de savoir est-ce que overhead pour
pour des calculs est important ou pas? Merci. Donc, deux questions. Donc, sur les data centers, effectivement, je suis passé très vite sur le load balancing thermique, mais il y a un aspect dans les travaux de Mines Nantes qui regarde effectivement l'allocation de ressources dans un data center qui utilise de l'énergie alternative. Donc là, je pense qu'il y a une fenêtre de tir à l'école des mines sur le sujet que vous avez évoqué. Le deuxième, c'est sur les réseaux de senseurs. Sur les réseaux de senseurs, j'aurais tendance à recommander, au lieu de la théorie des jeux, plutôt de regarder la théorie des complexes simpliciales, qui me semble beaucoup plus, non seulement nouvelle, mais également efficace, surtout au niveau de l'algorithme, puisque l'algorithme est parallélisé aujourd'hui et donc très rapide. Moi, j'avais une question à propos des véhicules électriques. Dans votre schéma, on voit les voitures qui sont disposées les unes à côté des autres avec 3 phases. Et en fait, on se demande pourquoi, plutôt que de garer les voitures à différents endroits, on ne ferait pas des connexions tout simplement automatiques. Une voiture qui arrive, en fonction du besoin, on va la connecter soit sur la phase 1, soit sur la 2, soit sur la 3. Ou alors, est-ce que ça voulait dire qu'éventuellement, on va demander à la personne d'aller se garer un peu plus loin dans une rue adjacente, ou peut-être la connexion est sur un autre endroit du réseau électrique? Oui, ma compréhension est que c'est la seconde solution, c'est qu'effectivement, à partir du moment où une voiture se gare et commence à consommer de l'énergie sur un premier pylône d'éclairage, les autres pylônes qui sont tout à côté sont affectés par cette requête en énergie. Donc c'est peut-être pas des places vraiment tout près les unes des autres comme sur votre dessin, mais c'est à 30 mètres les unes des autres ou 50 mètres. D'accord. D'accord, comme ça je comprends mieux. Et puis la deuxième question que j'avais, c'était, on voit là les puissances que vous avez affichées, c'est passé un petit peu vite, mais on voit des puissances plutôt faibles, 9 kW pour 5 véhicules. En fait, les recharges rapides, je pense qu'on est à des niveaux de consommation qui sont, enfin de puissance, qui sont beaucoup plus élevés. Est-ce que vous en avez une idée? Nous, en tout cas, à Négawatt, j'interviendrai demain là, dans la table ronde sur le mix énergétique. On a considéré pour cette raison-là qu'il fallait limiter le véhicule électrique à des petits véhicules urbains partagés, plutôt qu'à des gros véhicules qu'on prend pour des grandes distances et qui vont poser vraiment des problèmes d'appel de puissance sur le réseau. Donc, je ne sais pas si vous avez un éclairage à nous donner. Donc sur cet aspect des choses, c'est plutôt nos partenaires qui travaillent. Maurice est peut-être dans la salle où une réponse plus précise que ce que je pourrais vous donner, puisque c'est lui qui travaille sur ce projet. Donc je voudrais, Maurice, si tu peux répondre. C'est pour l'enregistrement. Je ne sais pas qui rentre le micro. Merci. Au stade où on en est du projet, donc on a travaillé essentiellement sur des recharges lentes, donc qui font référence aux puissances que vous avez évoquées. Bon, maintenant, au niveau algorithmique, le fait de passer à de la recharge rapide, c'est un changement de paramètre pour nous. Mais au niveau de la logique de l'affectation des bornes, donc, par exemple, on évoquait tout à l'heure l'équilibrage ou non-équilibrage des phases. Ça, c'est des choses à l'heure actuelle dont on évalue par simulation, on n'a pas encore tous les résultats, l'impact sur le taux d'admissibilité en fait, du système. En gros, on voit bien que vous l'avez un petit peu évoqué indirectement, c'est une optimisation croisée entre la proximité géographique, la facilité d'accès pour le candidat potentiel. Et bon, si effectivement ça lui demande de contourner un immeuble pour aller rejoindre la bonne place qui permettra d'équilibrer les phases, bon, on pourra peut-être faire le choix de lui dire non, mettez-vous là où, quitte à violer la règle, utilisez la première place qui vous est proposée. Donc à l'heure actuelle, on est en train de comparer différentes stratégies en fait, de classement des bornes. Hein, quand un candidat se connecte via son smartphone, qu'il est à distance de sa destination, on lui propose une liste de bornes et ces bornes sont classées, elles peuvent être classées sur un tas de critères. Donc là, effectivement, la combinatoire est assez grande pour faire ce classement. Merci. Oui. Dans ce secteur des Green IT sont
commandités par les data centers, les fabricants IT? Est-ce qu'ils ont été commandités par eux ou est-ce que c'est venu de... Voilà. Ou alors est-ce que ces projets, s'ils n'ont pas été commandités par eux, vont être mis en œuvre par ces... Il y a des projets qui sont commandités, en tout cas des projets qui sont bilatéraux avec des partenaires industriels. C'est le cas du projet de recharge de batteries de voitures qui est financé par un projet bilatéral d'une part et ensuite par un second projet avec l'ADEME récemment. Donc ça, c'est un projet assez important avec non seulement Citellum, mais l'Institut français du pétrole, enfin d'autres partenaires. Donc ça, effectivement, c'est commandité par Citellum. Il y a eu, dans les projets que j'ai fait passer sur l'économie d'énergie dans les stations de base, un projet qui a été financé par Orange. Et puis, il y a d'autres projets qui sont des projets financés par l'ANR ou des projets qui sont financés par l'Institut Mines Télécom lui-même. Par exemple, le dernier projet que j'ai montré en coopération avec les mines de Paris est un projet financé par l'Institut Mines Télécom. C'est parce qu'on y croit énormément et je pense qu'on n'aurait pas de mal à le faire financer par un industriel. À chaque fois qu'on le présente à un industriel, il veut rentrer dans notre projet. Et pour l'instant, c'est nous qui disons non. En tout cas, sur les blogs, vous verrez passer des commentaires qui sont tout à fait Green IT, où les gens se plaignent de pour ne pas le nommer, l'iPhone 5, qui consomme énormément sa batterie pour très peu d'applications. Donc si, c'est quand même un problème qui est... la façon dont la batterie se décharge est un problème dont les utilisateurs parlent entre eux. Bon, je vais passer la parole à Madame Mézy pour la dernière question de ce matin. Oui, Nadia Mézy, Mines ParisTech. En fait, c'est dans le prolongement un peu de la question précédente. Il n'y a pas très longtemps, il y a une étude qui est sortie sur le contenu carbone d'une requête sur Google, qui a fait qui a suscité une grande polémique, qui a forcé certains de ses auteurs à retirer leurs conclusions, puisque c'était 15 grammes de CO2, la requête Google. La consommation du contenu carbone. Donc j'étais très intéressée par les chiffres que vous avez montrés sur la consommation en fait des 5 watts par rapport à l'utilisation d'un ordinateur. Vous avez des éléments vraiment chiffrés là-dessus? Vous avez réussi à faire des expérimentations pour valider vos données? Parce que c'est très très sensible en fait ce sujet-là. Oui, tout à fait. Donc je me suis bien aperçu que c'est un problème très sensible et qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc les chiffres que je vous ai montrés, c'était, et je crois l'avoir dit, enfin j'espère l'avoir dit, que c'était juste à titre d'illustration. Par contre, le fait que dans les data centers, 52% de l'électricité est consommée dans les systèmes d'air conditionné, ça c'est un chiffre qu'on voit et qui est confirmé de data center en data center que je visite. Donc pour le premier chiffre, le partage entre l'électricité consommée par les serveurs et l'électricité consommée par simplement les systèmes d'air conditionné, ça c'est un chiffre que je n'ai pas mesuré moi-même, mais j'ai questionné beaucoup de personnes qui me l'ont confirmé. Et si vous allez sur les web, il y aura beaucoup de chiffres qui vont confirmer cette chose-là. D'autre part, il y a des organismes internationaux qui commencent à coopérer et à se préoccuper de la véracité de ces chiffres. Et il y en a un, par exemple, sur l'électricité consommée par les réseaux mobiles. Et donc,
non seulement des industriels européens font partie de ce consortium, mais des industriels américains, et ils essayent de regarder de la façon la plus sérieuse possible comment l'électricité est consommée dans un réseau mobile, par exemple. Mais donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Non, je pense que non seulement c'est un vrai problème, mais en plus c'est important qu'un institut comme Télécom se positionne là-dessus, parce que des consortiums d'industriels qui fournissent des éléments de quantification sur leur propre consommation, c'est peut-être moins crédible que si ça émane d'instituts de recherche. Donc ça, c'est une porte ouverte, là. Francis, je crois que tu es interpellé, là, parce que... Il a une extinction de voix, donc il ne répondra pas. Mais bon, donc effectivement, je trouve que c'est une bonne idée, j'y pense fortement, mais je manque d'impetus pour faire ça. Ah bah mais si. C'est une question très importante. Je vais donner un élément, si tu veux. Oui, j'ai une extinction de voix. Simplement, la modélisation de la consommation est très complexe à faire. Et donc j'avais proposé il y a 3-4 ans d'ailleurs de lancer une chaire là-dessus. Parce qu'il faut des modèles extrêmement sophistiqués pour désagglomérer quand on veut poser une question, combien coûte quelque chose. Donc je pense que le sujet reste ouvert. Et donc il faut je pense des matheux de bon niveau qui travaillent avec des gens qui connaissent le réseau, les applications et les usages pour pouvoir effectivement avoir des modèles crédibles. Mais heureusement, malheureusement, on peut faire des échanges très longtemps sur des chiffres qui ne sont pas très vérifiés. Et simplement, je voudrais juste une question à Nadia, que je pose à mon voisin. 5 grammes de carbone, c'est vrai que pour moi, je ne sens pas ce que ça représente. 15 grammes de contenu carbone, c'est énorme. C'est 10 paquets de cigarettes. Combien de fois vous tapez sur Google par jour? Ah, en équivalent quoi? Contenu carbone du kilowattheure. Je me retourne vers EDF. On peut le relier à ce qui est au rejet d'une voiture. Une voiture, c'est au kilomètre parcouru, c'est 100 pour les bonnes voitures. 100 grammes. 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. 100 grammes de CO2 par kilomètre. On parcourt vite un kilomètre. Quand on sait l'usage de Google, quand même, c'est pour tout et n'importe quoi. Hein. Donc, quelque part, quand on parle des efforts à faire dans les différentes régions de la planète, il y a ceux qui tapent sur Google et il y a ceux qui, qui ont d'autres soucis. Je vais être obligé de vous interrompre. C'est un débat extrêmement spécialisé, fort intéressant.